c'est François Bouet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un week-end en Skoda Enyaq 80X Sportline. 265 chevaux et 4 roues motrices. Et pourquoi? Je vais vous le raconter. Et oui, c'est une expérience intéressante que cet essai, où les qualités dynamiques et esthétiques sont voilées par une adéquation du produit électrique avec des voyages sur autoroute. Vous voyez, je vous donne directement un peu ma conclusion malheureusement. À la base, je ne suis pas un grand fan des essais de voitures électriques, mais mon camarade Nicolas Meunier m'embarque souvent dans des essais comparatifs et ce coup-ci, c'est du full électrique. Un comparatif entre Hyundai Ioniq 5, Tesla Y, Ford Mach-E et Skoda Enyaq. Et oui, c'est moi qui hérite de la Skoda. Elle est superbe, rouge, équipée de l'option du niveau d'équipement Sportline. Elle a 4 roues motrices et 265 chevaux et 2 moteurs électriques. Les jantes de 20 pouces sont superbes, mais ne vont pas améliorer notre efficience électrique. Le sujet, partir à Lille, faire un week-end découverte et culturel sur place. Pour préparer mon départ, je profite que Tesla ait ouvert ses bornes de recharge aux autres marques. Je suis près de Vélizy, c'est une bonne occasion de faire le test. Heureusement que cette alternative se présente à moi, sinon le seul superchargeur est à La Défense. Pas loin, mais quand même 25 minutes aller-retour. Dans mon parking, je n'ai qu'une prise classique en 3 kW, autant dire qu'il me faudrait 30 heures de recharge pour passer de 0 à 100% sur l'Enyaq. Tout se passe bien chez Tesla. Ouf, je suis prêt pour mon départ chargé à 100%. Côté look extérieur avec la peinture rouge, pas de problème, l'ambiance sport est bien là. Nous avons même droit au Crystal Face 131 LED éclairant les lamelles verticales et la garniture horizontale de la calandre. Superbe de nuit. Je serai pas trop taquin en vous donnant le prix de la pièce en rechange. En effet, cela me paraît vraiment très fragile. Le kit carrosserie et les grosses roues font le job. C'est sympa et sportif. Je suis juste un peu inquiet du vieillissement des bandeaux de pare-choc peints en piano black brillant. À l'intérieur, on comprend pourquoi Skoda prend de plus en plus de place dans le groupe VW. La finition est indubitablement au niveau des marques premium allemands, qui eux sont leaders complètement du marché. Tout est bien fini avec des éclairages LED de couleur et une sellerie agrémentée de couture rouge pour faire luxe et sport. L'interface CarPlay fonctionne quand elle veut et patauge entre filaire et Bluetooth. Je ne parle pas de la navigation d'origine qui n'apporte vraiment rien. Le GPS intégré n'est pas génial et ce n'est pas du tout facile de saisir votre adresse de destination. En mode 3D, celle-ci ne donne pas toujours le nom de la direction. Pas évident de suivre et de prendre la bonne file sur des voies express. Si l'on commence à chercher une adresse et que l'on va chercher quelque chose d'autre dans un autre menu, au retour, la saisie en cours est effacée. Et quand vous saisissez le nom d'une ville, cela vous propose les stations de lavage à proximité. Très utile. Et prêt à avoir complété le nom de la ville, la situation GPS de la ville apparaît. Très utile. Je suis un peu perdu, je dois vous avouer, mais conclusion, le GPS n'est pas d'une pertinence absolue. Ne parlons pas de la caméra de recul avant. Une fois enclenchée dans une descente de parking souterrain par exemple, vous n'avez plus accès à rien sur l'écran. Impossible de basculer sur l'autoradio par exemple ou de faire la moindre intervention, vous êtes pieds et poings liés avec la caméra. Le bonheur du tout écran. À l'usage, le toit ouvrant panoramique donne beaucoup de luminosité, une option quasi indispensable et qui est raisonnable en tarif. Le coffre est confortable, même très confortable, 585 litres, idéal pour partir en vacances. Oui, avec des enfants. Hypothèse finalement peu réaliste, on va le voir. Par contre, c'est toujours un bazar de gérer le rangement du câble de recharge. Les constructeurs n'ont pas compris que l'espace de rangement du câble ne peut pas être sous une trappe au fond du coffre. Quand on a le coffre plein, on ne recharge pas, bien sûr, c'est évident. Donc, départ pour le week-end vers Lille, destination somme toute raisonnable en termes de distance quand on habite Paris. Mais vous allez voir que cela n'est pas si évident. En électrique, on ne s'arrête pas où on veut, mais à l'endroit où l'on peut recharger. Et c'est toujours un sacré boulot de planifier pour être sûr de ne pas être dans la mouise et clairement l'improvisation ne peut pas prendre le pouvoir. Sur la route et l'autoroute, rien à dire, l'Enyaq est très silencieux et surtout même avec ses grosses roues, la suspension pilotée est juste géniale.
souple quand il le faut et pour autant avec une gestion du roulis parfaite quand on hausse le rythme. Cette suspension que l'on retrouve sur tous les modèles électriques du groupe est une merveille, en option malheureusement. Elle arrive à faire oublier le poids délirant de ces autos électriques. La nôtre pèse 2,2 tonnes. Seul regret, le curseur sur l'écran pour régler la souplesse de ladite suspension est quasi invisible, en tout cas pas très intuitif pour la repérer. Côté moteur, ça marche. Les 265 chevaux sont bien là, bien aidés par un couple conséquent de 43 Nm. Mais hélas, comme l'on est tout le temps sur la retenue pour préserver l'autonomie, on utilise plutôt 150 chevaux que 265. Et de toute façon, la bête est limitée à 160 km/h. Et je dois vous l'avouer, je vais comprendre aussi un peu pourquoi en roulant sur autoroute. Quand on est honnête intellectuellement, on sait que de nombreuses personnes roulent à 140, 150 sur autoroute avec Waze ou Coyote. Je tente donc de faire entre 50 et 100 km à ce rythme. Impossible. La consommation devient gargantuesque. J'ai estimé à 52 kW à ce rythme-là. Impossible de rouler donc à ce rythme à moins d'avoir une Unity tous les 150 km, ce qui aujourd'hui n'existe pas. Je retourne donc à un petit 130 qui glisse vers le 110 pour préserver de l'autonomie pour le lendemain en cas de recharge difficile à l'hôtel. Coup de bol, sur notre chemin aller donc, notre arrêt sur l'aire de raison va être rapide car il y a une place de libre pour recharger. Avant de laisser la voiture charger, je me connecte sur l'appli Skoda qui me permet de faire le suivi de charge sur mon téléphone. Aussi fou que ça puisse paraître, j'ai plus d'informations sur l'application dédiée Skoda que j'ai installée sur mon téléphone que sur l'écran de la voiture. Sur l'écran de la voiture, on m'indique que je recharge à 5 km par minute. Très passionnant. Sur le téléphone, c'est la puissance de charge qui s'affiche, donnée autrement plus intéressante. Et bien sûr, ces infos ne sont pas lisibles quand l'écran affiche le CarPlay. Très pratique, rassurez-vous, toutes les marques ont le même souci. Côté consommation, cet essai sera pour moi la démonstration qu'un calcul de consommation doit se faire sur plus de 150-200 km et dans les deux sens sur le même trajet. À l'aller sur autoroute à 132 moyenne, nous ferons environ 31,6 kW. Au retour, au même rythme, 34,4. Et à 110, 29,9. Donc, a priori, le vent a joué un rôle. Différence délirante en roulant au même rythme, vent, déclivité, tout compte. Et toutes ces raisons qui vous font surconsommer passent inaperçues sur une thermique, mais deviennent dramatiques en électrique. Nous avons choisi un hôtel avec des places de parking dédiées à la recharge. À notre arrivée à l'hôtel, une place est disponible, comme je l'ai dit, même si ce n'est que du 11 kW. C'est bien cool. Même si notre batterie indique encore 35%, nous nous rassurons en rechargeant pour être serein le lendemain pour aller à la Villa Cavrois et au musée de la piscine. C'est pourtant déjà un peu le stress en se disant que si l'on revient de notre balade du lendemain et qu'il n'y a pas de place pour recharger, ce sera problématique pour le retour. Surtout qu'en charge classique à 11 kW maxi, rappelons-le, il nous faut une longue nuit pour recharger la batterie de 82 kW, 77 kW utile au maximum. Première étape de notre trip, le musée de la piscine. Comme son nom l'indique, la piscine est un musée installé dans une ancienne piscine de style art déco, construite entre 1927 et 1932 par l'architecte lillois Albert Barre, et dont les magnifiques verrières en forme de soleil levant et soleil couchant sont signées Marc Chagall. Au départ, portée par le mouvement hygiéniste, cette piscine était en 1922 censée être la plus belle piscine de France. Il a fallu 10 ans pour mener le projet à bien et finaliser ce bassin olympique de 50 mètres, doublé d'un établissement de bains-douches, d'un salon de coiffure et manucure, de bains de vapeur et d'une laverie industrielle. C'était osé pour l'époque. Mais 40 ans plus tard, la piscine de Roubaix commence à se dégrader. Dans les années 70, les 30 Glorieuses tirent à leur fin et le style art déco a fait florès. En 1985, elle ferme définitivement ses portes et l'on commence à parler de démolition. Heureusement, le conseil municipal et la direction des musées de France prennent l'affaire en main et après des travaux de près de 20 millions d'euros, le musée de la piscine ouvre en 2002 en proposant 10 000 m² d'exposition qui seront agrandis de 2300 mètres en 2018 afin d'accueillir un département consacré à la sculpture. De Picasso à Henri Fantin-Latour, en passant par Léonard Fujita ou aussi Auguste Rodin et même Rembrandt Bugatti.
Les collections permanentes sont très riches et magnifiquement présentées dans un dédale d'anciennes cabines de bain recyclées. Quant aux sculptures, elles sont présentées sur le plan d'eau central, un peu comme dans la villa d'Adrien, et superbement éclairées par le soleil traversant les verrières de Chagall. Tout est féerie dans la piscine et pour les gourmets, la célèbre maison de Merthe y a installé une annexe et l'on peut déguster les meilleures spécialités de Flandre dans ce restaurant. Incontournable si vous passez par la région lilloise. Notre deuxième étape, la Villa Cavrois, se niche au cœur d'un quartier résidentiel arboré de croix en périphérie de Roubaix. Au premier abord, rien ne distingue ce bâtiment des autres, jusqu'à ce que l'on passe le grand portail noir. Et là, c'est, oui je le dis, l'éblouissement. Mais revenons quelques 100 ans en arrière et écoutez, c'est passionnant. À la fin des années folles, Paul Cavrois, riche industriel textile, propriétaire de 5 usines et employant 700 ouvriers, décide de se faire construire à Croix une maison familiale moderne qui se démarquera des habitudes par trop classiques et néo-régionalistes de son milieu, dont les constructions ressemblent à de petits châteaux. En tant qu'industriel, au fait des progrès techniques, Cavrois a sans doute été sensible à la modernité de l'architecte Robert Mallet-Stevens et notamment à son hôtel de ville de Dudok, aux Pays-Bas, tout en briques jaunes. Ce qui intéressait Paul Cavrois, c'est que Mallet-Stevens lui proposait une maison non seulement très moderne dans son approche et dans ses formes, comme par exemple l'utilisation de toits-terrasses, comme Le Corbusier, mais aussi dans son rapport avec la lumière, qui était assez nouveau pour l'époque, et dans tout ce que la technologie pouvait offrir de mieux aux portes des années 30, comme le chauffage central, un ascenseur, la TSF intégrée dans les murs, un système d'aspiration par le vide, une laverie ultramoderne, l'eau chaude-froide pour la cuisine et les salles de bain, et bien d'autres choses encore. D'une certaine manière, en 1932, la Villa Cavrois va marquer l'histoire de la modernité en termes de construction individuelle, un peu comme la Villa Savoie de Le Corbusier, construite dans le même optique en 1927 à Poissy. Mais revenons à notre essai auto. Mais je voulais vous faire un petit peu de culturel et en plus je suis un fan de voitures et j'ai adoré ces deux visites. Notre premier trajet vers le musée et la Villa Cavrois est essentiellement en ville et en périurbain. Notre auto se contentera de consommer à cette occasion 22 kW au 100. Côté sensation de conduite, rien à redire, la position de conduite est parfaite, la sono très performante, les sièges parfaits et la visibilité impeccable. À notre retour de balade, sur les 3 places dédiées à la recharge, 2 autos électriques sont branchées et une Volvo thermique immatriculée corps consulaire occupe la 3e. Je lui mets un mot cordial lui demandant de me prévenir de son départ pour pouvoir me brancher. J'attends encore. Les 2 autres autos sont rechargées mais ne bougent pas. Du côté de l'hôtel, le manager n'en a presque rien à faire. Vous savez, moi, je n'y connais rien, je n'ai pas de voiture. De dépit, nous décidons d'aller dîner en Uber et de voir comment faire à notre retour. À 1h du matin, retour à l'hôtel, miracle. Une place est libre. On fonce pour lancer la recharge. Je vous rassure, la charge va s'arrêter en cours de nuit. Avant d'aller prendre le petit déjeuner, je passe au parking, vérifier et relancer la charge. Ça sera toujours ça de gagner. Vous voyez un petit peu la préoccupation intellectuelle. Au moment de partir, impossible de retirer la prise côté voiture. Je ne m'énerve pas, je ferme la voiture, je réouvre, j'annule la charge, rien n'y fait. Finalement, je regarde du côté de la borne et je découvre que la prise est légèrement déboîtée, mais ça fonctionnait. Et elle est entre 2 positions à moitié verrouillées, ce qui n'est pas possible normalement. À force de jouer sur les 2 prises, j'arrive à me déconnecter. 15 minutes de lutte, formidable. Précision, il n'y avait aucun message pour m'indiquer d'où pouvait venir le problème. Nous repartons avec 90% de batterie. Comme la puissance délivrée en fin de charge est juste dramatique, et oui, la courbe de charge est très plate vers la fin, je n'insiste pas pour avoir 100%. Décidé à rentrer sans recharger, je me mets en mode éco. C'est radical et avec ce mode, on ne peut pas dépasser 130 km/h, tout est dit. Et petit détail qui énerve, impossible d'imposer le mode de conduite que l'on préfère par défaut au démarrage. Il faut rebasculer sur votre mode préféré à chaque redémarrage. Donc si vous voulez être en éco, il faut rebasculer à chaque démarrage. Vous l'avez compris, nous avons globalement pu recharger notre Skoda à l'hôtel. Mais nous sommes bien conscients dès les premiers kilomètres que le retour ne peut pas se faire sans recharger. Un petit tour sur ChargeMap et je choisis de faire le plein en supercharge chez Ionity à mi-distance afin d'être tranquille. Hélas, il y a des travaux sur l'aire.
Deux panneaux indiquent les chargeurs et puis plus rien. Pas le choix, il faut continuer et s'arrêter à côté de Roissy. Arrivé à Roissy, la batterie est à 14% d'autonomie et il nous reste 45 km d'autonomie. Avec notre rythme autoroute, il nous reste 95 km à faire, pas de doute. Il faut recharger. 2 emplacements sont disponibles à côté d'une concession Audi VV. Il y a 2 autos qui chargent et 2 autres qui attendent. Résultat, 25 minutes d'attente avant de se brancher. J'en profite pour discuter avec un Néerlandais en Jaguar E-Pace qui va à Disney avec son fils. Il me raconte son expérience et ses déboires. Sur l'autoroute, il a fait 2 tentatives de recharge qui n'ont pas marché, mais à chaque fois avec 25 € de facturés. Il cherche encore comment faire une réclamation. Pas facile quand on n'est pas dans son pays d'origine. Il m'annonce avoir fait 26 kW au 100 de moyenne en 50 000 km. Avec l'hiver et des petits trous hiver, plutôt très raisonnable. Il me confirme qu'il ne fait pas beaucoup d'autoroute et que sa consommation explose avec les grosses roues été. Il nous faudrait 55 minutes pour recharger à 100%. Nous arrêterons à 60%. Comme la batterie était bien vide, la charge est rapide. Après la recharge à Roissy, la fin du trajet se fera à 100 km/h de moyenne, où je serai encore, je ne sais pas pourquoi, à plus de 30 kg au 100 de consommation. Je finirai le trajet de nuit, l'occasion de découvrir que l'Enyaq Sportline 4 est équipé de phares Matrix Full LED. Chaque module de feu de route Matrix comporte 24 LED qui peuvent être contrôlés individuellement et permettent au conducteur d'avoir des feux de route allumés à tout moment sans éblouir les autres passagers de la route. Cette technologie intelligente éteint automatiquement des segments individuels du faisceau lumineux lorsque la caméra du pare-brise détecte des véhicules, ainsi que des personnes ou des objets qui réfléchissent la lumière. C'est juste génial. Sur la totalité de notre essai de 845 km, à 51 km/h de moyenne, nous aurons consommé 26 kW au 100. Clairement, les parcours urbains avant notre départ et pendant notre journée lilloise ont modéré notre consommation moyenne. J'assume d'avoir utilisé cette auto comme si c'était un thermique et non pas comme si je faisais continuellement un economy run. En conclusion, toujours le même antagonisme. L'électrique s'en sort très bien côté consommation en cycle urbain et périurbain. Par contre, dès que l'on attaque l'autoroute, et à moins d'adopter un rythme style tortue et de planifier son trajet tel un navigateur solitaire, l'expérience est usante. On en arrive à oublier les qualités intrinsèques de cette auto alors qu'elle en a de nombreux. Et même avec sa batterie de 80 kW, 72 utiles, les départs en vacances ne seront pas du tout de tout repos. La Skoda Enyaq 4 80X Sportline commence à partir de 53 730 €. La suspension pilotée, vous avez compris, j'ai trouvé génial, 955 €, ce qui est fort raisonnable. Et le toit ouvrant, lui aussi, à un prix raisonnable à 1000 €. Je continue pour vous raconter la vision de mon copilote, Tintin, qui nous parle aussi de sa vision en passager et aussi en conducteur. Voici le programme. Ma foi, l'idée de retourner au musée de la piscine de Roubaix, dont on ne se lasse jamais, et de découvrir enfin la Villa Cavrois, chef-d'œuvre de Mallet Stevens, depuis sa récente rénovation, avait de quoi me séduire. Nous voilà partis et d'entrée de jeu, je découvre les joies des voyages au long cours en électrique. On est toujours scotché à une appli, que ce soit celle de la Skoda ou celle du téléphone, mais on y reste en permanence, sinon pas moyen de trouver une borne, de savoir si elle est cassée ou fonctionnelle, libre ou occupée, etc. J'ai aussi découvert rapidement que les deux étaient complémentaires. Au passage, je me demande comment font les clients lambda, c'est-à-dire passer spécialement en geek. C'est simple, ils tombent en panne d'énergie et puis c'est tout. Le fait d'être constamment en prise avec une appli qui vous indique la marche à suivre, limitant sérieusement les occasions de conversation, il y a aussi moins de risque de s'engueuler. C'est un plus, en tout cas quand vous partez en famille ou en couple. François vous a déjà raconté le périple de l'hôtel et des recharges aléatoires, je ne reviendrai pas là-dessus. Il a quasiment tout dit. Du point de vue passager, j'ai peu de choses à dire. Si on aime le plastique, l'Enyaq est l'engin idéal. En même temps, si on préfère la ronce de noyer, on peut aussi faire un saut chez les Anglais, mais il faut casser son code EV. Je voulais juste revenir sur les fameuses bornes de recharge, conçues par des informaticiens de 30 ans pour des geeks de 30 ans, sans enfants de préférence. En effet, lorsque la recharge est lancée, après quelques minutes d'attente, c'est variable, si l'on désire se laver les mains,
satisfaire aux besoins naturels, ça c'est un petit clin d'œil à la blague d'Elysée Moon, boire un café, se détendre dans un endroit chauffé et au sec, il faut impérativement marcher 500 mètres sous la pluie, le vent, la neige, le soleil de plomb. En effet, les bornes sont isolées de tout ce qui vit. Sur place, vous ne trouverez même pas un banc. Alors, une petite table allongée ou des jeux pour enfants, non mais ça va pas. Et je ne vous parle pas des bornes que j'appelle à l'arrache, comme celle dont on vous parle plus haut, située sur le parking, en tout cas devant la concession VV Audi de Roissy-Charles de Gaulle. Celle-là mérite tous les superlatifs en termes d'inconfort. Vous attendez dans le froid ou dans votre voiture, vous réfrénez votre petite envie de pipi et vous prenez votre mal en patience pendant 1 heure. Pas le moindre restroom ou distributeur de café à l'horizon. Sympa. En gros, tout cela donne furieusement envie de passer à l'électrique. Non, allez, bonne route. Et oui, c'était une petite chronique à deux. J'espère qu'elle vous aura plu avec un petit peu de culture. Ça sera un peu compliqué pour mes amis automobilistes. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Alors, je reviens sur un point central. C'est une expérience parmi d'autres. Elle n'est pas parfaite. Nos commentaires sont toujours discutables. Mais malgré tout, c'est confronté à la réalité et gâche un petit peu la vie face à une voiture qui fondamentalement est plutôt très sympa pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une voiture électrique.